Bonjour à tous. Marc Vangadabadi, je suis le cofondateur et CTO de Yavanta. Rapidement, c'est une solution que nous avons développée depuis 3 ans et qui est aujourd'hui prête que l'on commence à commercialiser depuis à peu près 6 à 8 mois maintenant. Jean-François Perrier, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis consultant senior et partenaire au sein du cabinet Redsen en Suisse et je porte l'offre et la practice data au sein du cabinet et j'interviens à ce titre-là aujourd'hui. Voilà. Donc ce qu'on a prévu, je vais dérouler l'agenda, je vais vous le présenter rapidement. Ce qu'on a prévu en fait durant cette heure qu'on va passer avec vous, c'est de découper en fait le déroulé de la présentation sur 3 temps. D'abord, moi, je vais garder la parole pour essayer de vous présenter quelques enjeux en termes de qualité de la donnée et notamment les impacts que ça peut avoir sur les projets de migration de données. Le deuxième temps fort de la présentation, ça sera l'illustration qu'on pourra faire des concepts théoriques au travers de quelques cas d'usage dans la plateforme Yavanta. Et puis on terminera par on a gardé du temps comme d'habitude pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, soit aux propos qui ont été présentés, soit sur la partie, on va dire, théorique PowerPoint, soit sur les aspects plus pratiques qui seront abordés par Marc juste après. Ce que je vous propose, en fait, c'est de démarrer sur un propos introductif visant un petit peu à repositionner la problématique dans son ensemble. Le constat duquel on peut partir et qui est une réalité connue de tous, qui est malheureusement encore une réalité trop présente aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui dépassent, en fait, qui sont à l'origine de dépassements en termes de budget ou de délai. Ce qui est moins connu, mais qui est également une réalité, c'est que les causes des dépassements de ces projets, dans bien des cas, sont liées aussi en tout cas, une des causes, c'est le sous-projet, la migration des données qui est nécessaire dans le cadre de la refonte des applications. Il y a pas mal d'études en fait qui démontrent en fait que c'est effectivement un élément sur lequel les clients, les organisations éprouvent des difficultés. Là, on vous a donné un exemple du Gartner, mais on peut en trouver d'autres. Ce sur quoi on peut également se rejoindre, c'est que les dépassements en fait, des projets de migration de données sont aussi, dans bien des cas, liés au fait qu'on n'anticipe pas suffisamment en fait, les enjeux et difficultés de ce type de projet. C'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer et qui sont à la fois sous-estimées en termes de complexité, en termes de durée. D'ailleurs, bien souvent, le verre, il est dans le fruit, comme on dit. Il arrive, enfin, nous, en tant que cabinet ou intégrateur, on peut intervenir sur des projets. Ce qu'on voit, c'est que dès la phase d'appel d'offres, il y a des inconnus en fait concernant la migration des données. Autant les clients, les gens sur les projets sont assez précis sur le périmètre fonctionnel de ce qui doit être développé à la cible, autant il y a moins d'éléments qui sont présents dans les cahiers des charges et les appels d'offres sur le patrimoine des données qu'il faudra migrer, sur les exigences de migration et sur comment on pourrait les migrer. Donc, il y a plusieurs causes de dépassement en fait, des délais de ces projets de migration des données. Comme je disais, c'est la complexité technique, en fait. C'est ça, il y a un geste technique en fait, qui est difficile à appréhender, à mettre en œuvre. Sur cet aspect-là, comme sur bon nombre d'aspects dans les projets, on peut aussi avoir un manque de présence en fait, de la part des acteurs métiers. Et puis l'autre élément, c'est qu'on n'a pas de méthode en fait. Autant on a des méthodes aujourd'hui pour développer du code applicatif, des fonctionnalités, les tester, mais il y a assez peu de choses en fait qui existent sur les bonnes pratiques qui couvriraient la problématique spécifique en fait à la migration de données. Il n'y a pas de bonnes pratiques, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de publication sur ces sujets-là. Donc, soit à quoi ça va arriver, la conséquence en fait du fait qu'on n'ait pas de bonnes pratiques ou de méthodes, c'est que les gens en fait
sont pas suffisamment préparés à cette étape qui concerne la migration des données. Si on prend un processus classique, les gens surinvestissent ou vont être obligés d'investir au moment où il faudra tester les procédures de migration. Et puis on va commencer à découvrir qu'on a des difficultés, des problèmes à ce moment-là. Mais par contre, il y a un déficit assez fréquent sur la phase amont qui consiste à travailler sur une stratégie de reprise des données. Donc les activités d'analyse et de conception qui sont nécessaires à une reprise de données réussie sont généralement pas engagées. Alors quand elles sont engagées, elles sont généralement engagées trop tardivement et les clients n'anticipent pas assez. Alors, l'objectif, en fait, ou la suite du propos qu'on va avoir avec vous aujourd'hui, c'est de voir en quoi la qualité des données est un axe, en fait, sur lequel il faut travailler si on veut réussir ces projets de migration. Migrer des données, c'est pas simplement un geste technique qui consiste à déplacer des données d'un système source vers un système cible. C'est un peu plus subtil, un peu plus compliqué que ça. Déjà, on peut partir de l'idée, en tout cas, ou de ce qu'on voit assez fréquemment, c'est que les périmètres entre les systèmes sources et cibles ne coïncident pas. Donc, il y a des questions qui vont se poser sur notamment qu'est-ce qu'on doit faire des données qui ne sont pas reprises, à quel moment on va les archiver, sous quelle forme. Il y a des données qui n'existaient pas, qu'il va falloir saisir. Ça, c'est généralement bien géré parce que ça fait partie des exigences fonctionnelles qui vont émerger lorsqu'on va définir le projet. Et puis, il y a la partie, en fait, il y a l'intersection sur laquelle, là, justement, on doit se poser des questions. Et il faut avoir conscience assez tôt de l'impact que peut avoir la qualité des données, justement, sur la capacité derrière à tester et à engager les développements et la phase de qualification dans des conditions qui sont optimales. Donc, connaître ou en tout cas faire une évaluation de la qualité des données sources, ça va nous amener en fait à avoir un bon niveau de connaissance sur les efforts et sur la viabilité de la reprise en fait sur différents périmètres. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'illustrer juste derrière. Et justement, le fait d'avoir cette connaissance, ça peut nous amener en fait à avoir des décisions assez radicales hein, qui peuvent consister dans certains cas à considérer que certaines données sont hors périmètre ou dans une moindre mesure, et ça c'est ce qu'on va illustrer après, c'est d'infléchir la trajectoire ou le lotissement du projet en tenant compte justement des niveaux de qualité qu'on peut avoir et en tenant compte en fait des actions qu'on doit mener pour améliorer la qualité des données. Dans l'évaluation de la qualité des données, ce qui est aussi important, je vais passer rapidement, mais c'est la première étape en fait, et c'est pour ça qu'il faut être correctement outillé. C'est la première étape qui consiste à faire du profiling des données avant de savoir si les données vont respecter des règles de gestion telles qu'elles ont pu être définies ou redéfinies dans l'application cible. Il faut déjà être capable de les ingérer pour après soit les intégrer, soit appliquer des règles de gestion et vérifier la qualité de la donnée sur un axe en fait plutôt métier. Mais avant ça, il faut être capable de les gérer. Si on n'est pas capable d'avoir une compréhension de l'exhaustivité des formats qui vont se présenter, la diversité des domaines de valeur, on va se retrouver au moment où on va exécuter les processus de migration, les procédures, il va y avoir des échecs techniques. On va être en incapacité de franchir la première étape pour après ingérer ou appliquer des règles qui vont permettre de migrer les données correctement. Donc, on se retrouve sur le tard à buter en fait sur des erreurs techniques. Et on fait du surplace et on découvre à ce moment-là effectivement qu'on a des choses en fait qu'on n'a pas géré suffisamment tôt et qui sont des choses liées au fait qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'ait pas suffisamment nos données. Donc là, il y a quelques questions qu'il faut se poser au passage. Quelle variété de structures de données sur les structures et les domaines? Est-ce qu'on est confiant dans notre capacité à gérer tous les cas, les erreurs en fait qui vont se présenter? Est-ce qu'il y a beaucoup de volume? Quel effort ça va nous demander? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas dans toutes ces erreurs des choses qui ont moins de valeur que d'autres
Est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas des choses en fait qu'on pourrait laisser de côté parce que ça a peu de valeur par rapport au système cible? A contrario, est-ce qu'il y a des éléments qui posent problème et sur lesquels en fait il y a une valeur ou en tout cas il y a des ajouts importants? Donc là, l'exemple que je vous présente rapidement sur papier, ça va permettre d'illustrer ce que je viens de dire. On va partir d'une situation de départ où on a un client, un prestataire de prévoyance suisse qui gère son SI métier avec une seule application monolithique au départ, donc deuxième et troisième pilier. L'organisation envisage en fait de procéder à une refonte en cassant son système monolithique et puis en délivrant en fait une application dédiée au deuxième pilier, une au troisième pilier. Et la planification qui est faite initialement sans trop se poser de questions sur la qualité des données pourrait être celle que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire on va d'abord migrer et délivrer la nouvelle solution sur le périmètre deuxième pilier, puis on va dans un second temps migrer les données et livrer l'application sur le périmètre 3P. Donc ça, c'est des choses on a des axes en fait qui permettent d'aboutir à ce type de trajectoire. Hein. On sait que souvent on fait de la planification en tenant compte de la valeur métier, des dépendances entre systèmes et des risques opérationnels que ça peut avoir sur les processus métiers. Donc là, dans ce qui est présenté sur cette diapositive-là, ce qu'on dit simplement, c'est que c'est un choix qu'on pourrait faire sans tenir compte en fait des risques liés au processus de migration. Et ce qu'on va juste montrer derrière, c'est comment l'analyse de la qualité des données peut justement amener à changer de point de vue et à changer la trajectoire. Donc pour faire ça, on introduit des axes de segmentation. Les couleurs rouge foncé vous montrent en fait des niveaux de qualité qui sont mauvais. Les couleurs plus claires en fait montrent des niveaux de qualité qui sont moins problématiques. Donc on pourrait considérer à un moment donné qu'on fasse un profiling adossé ou associé à un premier axe qui serait de savoir s'il y a une différence entre les données du premier système, troisième pilier, et puis les données du second système source, en fait, qui sont les données du deuxième pilier. Là, le constat qu'on fait, donc on illustre les choses, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre la qualité globale, en fait, des deux applications sources. On est moins bon sur le deuxième pilier que sur le troisième pilier. Et puis, on essaye, en fait, d'aller un peu plus loin. On introduit un deuxième axe de segmentation qui serait la localisation. Est-ce que sur les contrats qui sont dans l'agglomération de Lausanne, on est meilleur ou moins bon que dans les contrats qui sont hors agglomération de Lausanne? Là, le constat qui s'est fait, c'est qu'en fait, ce n'est pas un axe discriminant et qu'en fait, ça ne change pas fondamentalement la couleur des segments. On n'a rien à dire de particulier quand on regarde les données sous cet axe-là. Troisième axe qu'on va introduire, c'est de savoir, par exemple, s'il y a une différence entre les clients actifs et les clients inactifs. Et là, à nouveau, on peut constater que oui, on n'est pas sur les mêmes niveaux de qualité. On a la partie haute qui concerne les clients inactifs, et en fait, sur lesquels on a une qualité qui est globalement moins bonne, ce qui fait que les deux parties, les deux quadrants du haut se sont marqués, se sont foncés, les deux qui sont en dessous sont un peu plus clairs. Donc, que ce soit pour le troisième ou le deuxième pilier, le profiling nous permet de dire, en fait, ou l'analyse de la qualité nous permet de dire que on a plus de risques, on va avoir plus de difficultés sur les clients inactifs. Et le dernier axe qu'on peut introduire, qui est un axe un peu particulier parce que c'est un axe qui est associé à de la valeur, c'est de savoir si, par rapport à certaines données qu'on va juger plus importantes que d'autres, si là aussi on a une différence notable. L'axe ou l'inducteur de valeur qu'on retient ici, c'est le chiffre d'affaires qu'on a avec les clients. Donc, on essaie de voir si des petits clients avec un chiffre d'affaires inférieur à un seuil donné, ou des clients, à contrario, qui se situent sur au-delà d'un certain chiffre d'affaires, en fait, par rapport à ces deux ensembles-là, savoir si on a des niveaux de qualité qui diffèrent. Là, effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est que pour les clients inactifs,
c'est surtout les petits clients avec un chiffre d'affaires en deçà d'un seuil, en fait, sur lesquels on a des problèmes de qualité. Donc voilà, ça, Marc va vous le montrer, c'est des choses qu'on peut faire au travers de la solution. Ça peut nous amener, en fait, à revoir qu'on avait imaginé en termes de lotissement initial. Donc, au vu des constats et du profiling des données et de l'évaluation de la qualité des données qu'on a faites, on peut très bien aboutir in fine à un lotissement qui serait plus tout à fait le même. Donc, on pourrait décider de migrer, en fait, dans un premier temps, la partie en bas à gauche, donc le premier lotissement sur les prestations de troisième pilier des clients actifs. Puis le quadrant du dessus, c'est toujours le troisième pilier avec des clients inactifs. Et puis pour ces deux lots, on pourrait prendre des décisions qui consisteraient à dire, là, on va mener des actions de correction, on en a besoin, mais par contre, on sait qu'on arrivera à gérer ça en mettant en place des tables de transcodage, de correspondance pour standardiser, homogénéiser les données de manière automatique. Et puis, on pourrait dire que le troisième lot que vous avez ici, qui concerne les clients inactifs pour les gros clients inactifs de deuxième pilier, là, on a un souci et qu'il faut qu'on mette en place des actions d'amélioration sur la source de données et pas au moment où on transforme et on porte les données dans l'application cible. Et puis, la dernière décision radicale qu'on peut prendre par rapport à ça, c'est de dire qu'en fait, on n'a pas sur la partie qui est vraiment problématique, puisqu'elle concerne des petits clients et qui sont en plus des clients inactifs, et bon, on prend la décision de ne pas migrer les informations correspondantes. On laisse les données hors périmètre et on ne les reprend pas dans la solution cible. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait ou ce qu'on voulait déjà dire en introduction sur l'importance en fait de gérer la qualité sur les projets de migration des données et puis l'importance des projets de migration des données par rapport à une refonte globale. Là, ce que va vous montrer Marc au travers de la solution, il va l'illustrer sur un autre cas qui n'est pas tout à fait le même. Là, on va parler de vente de produits en ligne et pas forcément de produits d'assurance, mais la logique reste la même. Les critères de segmentation Suisse hors Suisse, client actif, inactif sont conservés. L'inducteur de valeur qui va vous montrer, ce n'est pas la taille du client, mais c'est le montant des ventes impactées. Il y a pas mal de choses qui vont vous être montrées et ce qui fait directement écho à ce que je vous ai présenté, c'est le concept d'un outil de hiérarchie qui reprend en fait le concept d'axe de segmentation et puis le générateur de valeur, en fait, comme je le disais, qui est l'impact sur les ventes à la place en fait du montant de chiffre d'affaires avec le client. Voilà. Je laisse la main à Marc. Marc, la démonstration. Alors, juste avant de vous montrer la solution, juste quelques mots sur la plateforme. Je me suis présenté rapidement juste avant, mais ça fait plus de 30 ans que je fais de la data, que je travaille dans le domaine de la data et j'ai eu l'occasion de travailler sur des très gros projets de migration de données, en Suisse essentiellement d'ailleurs, pour Nestlé, Bacardi, enfin des comptes assez importants, et en France aussi. Et donc c'est un sujet sur lequel j'ai été je dirais immergé pendant pas mal d'années, et c'est aussi je dirais la genèse de la construction de l'outil. On a mis en place cet outil pas pour uniquement couvrir la notion de migration des données, qui est un cas d'usage qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais aussi sur l'ensemble du patrimoine des données, comment le connaître et comment le qualifier et comment l'utiliser à bon escient. Donc la solution Yavanta, on l'appelle une solution d'intelligence des données, puisqu'il y a beaucoup de termes, de concepts aujourd'hui qui couvrent, qui se recoupent, qui existent depuis une vingtaine d'années, gouvernance, catalogue, quality, et ainsi de suite. On a tout mis ça sous un seul chapeau, et la solution, donc vous les voyez là avec ce schéma que j'ai pris sur Internet quelque part, qui
qui montre quelle est la couverture fonctionnelle du produit. Donc le catalogage qui vous permet de tout connaître, la qualité dont on va parler plus en détail, et et évidemment en chapeautant tout ceci, toute la partie gouvernance, collaboration entre les utilisateurs. Donc c'est une solution complète, totalement intégrée, qui couvre tous ces aspects. On regardera, on reviendra sur l'aspect, les autres points plus tard, juste après la démo, mais je voulais juste vous montrer ça en introduction pour vous donner, pour positionner la plateforme dans sa totalité. Alors, je me suis logué. C'est une solution totalement cloud, enfin, qui tourne sur Internet, qui tourne en premises ou en mode SaaS, enfin, vous avez juste besoin d'un browser quelque part pour accéder à la solution. Ici, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Ça me permet d'avoir une visibilité complète de tout ce que la solution a à ingérer en termes de données et d'avoir accès à tous les menus, mais elle est totalement sécurisée. Comme Jean-François l'a dit, j'avais pas de base de données de type assurance à ma disposition, donc on a tout simplement pris un micro ERP qu'on a appelé mon ERP, qui est une base SQL Server, et je voyais tout de suite qu'à travers la plateforme, j'ai ingéré toutes les métadonnées de cet ERP, ce qui me permet de se connaître les schémas, la structure, les tables, de les interroger directement à travers l'outil et donc d'avoir tout de suite une idée de ce que c'est que la source de données qui va me servir pour ma migration. Donc l'outil va permettre de se connecter à cette source, à plusieurs sources, mais dans le cas présent d'une source, celle qui va être la source principale de la migration, et directement de connaître toute sa structure, de la classifier, de la profiler et de la qualifier. Je peux donc dès le départ avoir une idée de la qualité de ma source de données. Mais plus Marc, oui, allez-y. J'en profite parce qu'il y a une question qui a été posée. On aurait pu attendre la fin, mais on peut y répondre immédiatement. Il y a un participant qui nous a demandé justement qui a exprimé le besoin de pouvoir se connecter, se sourcer sur différents systèmes divers et variés. Oui. Donc là, Marc vient justement de vous indiquer que la solution était évidemment capable de se sourcer sur plusieurs systèmes et sur plusieurs types plusieurs formats et de différents types de données. Voilà, je voulais en parler juste après, mais c'est exactement ça. La solution ici, dans le cas présent, se connecte. Vous voyez ici sur ma base de test, je me suis connecté à du SQL Server. J'ai des systèmes de fichiers dans lesquels j'ai des fichiers CSV, ainsi de suite. Je peux directement y aller dessus. J'ai du CSV, JSON, ainsi de suite. Je peux aller directement j'ai du MongoDB, donc une base NoSQL, j'ai du MySQL. Enfin, la solution est capable de se connecter à plein de sources de données, quel que soit l'endroit où elle est positionnée, et les formats aussi des fichiers ou des structures totalement hétérogènes. Je peux aussi bien donc du relationnel, du NoSQL, du CSV, du Parquet, du XML, du JSON. Je peux tout sourcer et tout croiser. Ça répond un peu à cette question. Je peux croiser dans une simple requête, ce qui va me servir d'ailleurs pour pouvoir qualifier proprement, des données qui sont situées dans toutes ces sources, qu'elles soient sur des serveurs en interne, sur des serveurs sur le cloud, Azure, S3, Amazon, Google Cloud ou autres, OneDrive, ainsi de suite. Donc on peut parfaitement, directement, à travers la solution, se connecter, ingérer les métadonnées, faire des requêtes et directement écrire des règles et des scripts de qualité pour qualifier une source de données ou des multiples sources de données. C'est pour répondre à la question. Dans le cas présent, pour le scénario dont on est en train de parler, on a pris une base ERP, et vous voyez tout de suite que je peux directement dans la solution créer
plein de règles. Alors il y a des règles relativement standards où qui sont assez simples techniquement, et l'outil arrive avec beaucoup de templates pour pouvoir les créer et les suggérer automatiquement. Et puis des règles un peu plus compliquées où je vais, par exemple, voir la complétude des clients suisses, par exemple, voir si dans ma base des clients de ma source, est-ce que toutes les valeurs, les cantons, par exemple ici, sont correctement saisis. Et vous voyez d'ailleurs que je croise directement, c'est du simple SQL et qui est pratiquement auto-généré dans le produit, qui permet de croiser ma source de données avec je reviens juste un peu avant, avec un open data. Donc ici, je me suis connecté à un open data, c'est publié par la Confédération, qui est donc une table ouverte qui me donne la liste des cantons. Bon, elle est relativement limitée puisque il n'y a pas un millier de cantons, mais déjà, ça me permet directement de croiser dans mon script ma source, ma table des clients, avec une source externe qui va faire foi, qui sera la source de référence des cantons, des villes, des codes postaux et ainsi de suite. Je peux directement croiser ceci dans l'application, ce qui permet évidemment de qualifier la règle correspondante, de vérifier ma règle. Donc, si je reviens ici, je peux, dans cette complétude des cantons suisses, je croise directement, et vous voyez ici, hein, d'un côté, ma source qui est l'open data du canton, avec ma source ici, directement une simple requête. Et je peux, de cette façon, directement à travers le produit, détecter quels sont les enregistrements non conformes. Donc là, pour le jeu, j'ai créé deux cantons, je dirais faux, et directement, je peux les voir à travers la solution, voir lesquels qui sont faux. Donc il y en a bien deux, hein, j'ai dû écrire n'importe quoi pour provoquer. Un qui est vide d'ailleurs, et l'autre qui est faux. Gain fait peut-être pas la bonne écriture, je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas c'est considéré comme faux, et donc je peux mettre à travers la solution créer des alertes, donc à travers différents canaux et ainsi de suite, ou mettre en œuvre des actions de correction à travers des workflows avec les personnes. Donc là, pour montrer le produit est extrêmement souple, il permet directement de mettre en place des règles de qualité très rapidement, les plus simples, pour qualifier déjà les données à la source avant de démarrer une migration. Et pour illustrer ce que Jean-François a montré, c'est-à-dire la notion de lotissement, le produit vous permet directement, par exemple, de regarder les données, on va les voir plutôt comme sous ce format-là, sous cette forme-là. Donc ici, j'ai pu éclater mes données en deux dimensions qui seront suisses ou hors Suisse, et ça me permet d'avoir les règles qui sont à chaque fois, et de voir quel est le niveau de qualité des données concernant les clients qui sont situés en Suisse par rapport à ceux hors Suisse. Ça permet déjà d'avoir un certain niveau de lotissement tel que Jean-François l'a montré, qui permet donc de savoir qu'est-ce qui démarre en premier dans une migration, qu'est-ce qui peut-être n'est même pas du tout migré si on veut aller plus loin. Et pour illustrer la facilité dans le produit de créer des structures et donc d'aller beaucoup plus loin, ce que je vais faire là devant vous, je vais juste remettre une dimension, puisque si vous vous souvenez des slides de Jean-François, il y avait la notion de Suisse hors Suisse, et derrière, il avait mis une plaque pour pouvoir segmenter encore plus rapidement ou plus précisément. Il avait parlé d'aller regarder le niveau actif ou non actif, ce qu'on peut faire directement dans l'application. Donc là, par exemple, le produit va mapper directement par activité. Et là, je rajoute une dimension. Vous voyez tout de suite que mon arborescence va maintenant à un niveau en dessous qui permet de savoir ensuite quels sont ceux qui est actif, ce qui est pas actif, et ainsi de suite.
Donc j'ai créé mon arborescence, je la publie et je peux directement aller mesurer directement la... alors j'enlève les données précédentes. Ce que je vous montre là, évidemment, c'est fait automatiquement à travers un scheduler et ainsi de suite qui se fait automatiquement. Mais pour le webinar, on va le faire en live, donc il faut juste lui donner un tout petit peu de temps de s'exécuter. Ça tourne sur mon laptop, mais c'est rapide. Et là, vous voyez tout de suite, j'ai en plus de la notion de Suisse hors Suisse, j'ai aussi le niveau j'ai pu faire une ségrégation de mes données à un niveau encore plus bas qui c'est actif, inactif, hors Suisse, actif, inactif. Et à chaque fois, je peux regarder le niveau de qualité et de prendre des décisions. De la même façon, Jean-François a parlé de la notion de valoriser la qualité ou valoriser la non-qualité qui va être une autre façon de segmenter et de prendre des décisions. Je peux regarder le niveau de la non-qualité de chacun. Donc je vois que le montant, il y a sur 1 million 1 million 4 de francs suisses de clients inactifs, il y a quand même la non-qualité impact 400 000 francs suisses. Donc là, on peut prendre une décision. Est-ce que je les prends ou non pas, ou je les prends pas, ou si c'est peu, je considère que c'est pas très important. Ici, je vois, par exemple, au-dessus, si je regarde à ce niveau-là, j'ai plutôt un certain nombre d'enregistrements non conformes, mais un bon niveau de qualité. Donc, le nombre d'impactés est déjà très élevé. Il reste quand même 1,5 million qui sont impactés. Il y a peut-être à regarder quelques règles et les corriger avant de démarrer une migration, de façon à baisser ceci, à avoir une meilleure idée de l'impact et avec une simple correction, probablement sur un des canaux de communication qui manque ou quelques formats de date, on voit qu'ils ne sont pas encore... donc rapidement, je peux à partir de là déclencher une décision de migrer les clients suisses actifs. Dans les clients suisses inactifs, de la même façon, je regarde le niveau de qualité pour prendre des décisions et je vois qu'avec cette règle, en corrigeant cette règle, je vais pouvoir remonter le niveau global de qualité et donc pareil, le mettre en place dans le lotissement qui suit et les migrer de la même façon. Pareil pour les clients suisses et hors Suisse actifs, ainsi de suite. Donc on voit que le produit non seulement va vous permettre de qualifier très rapidement les données, mais aussi de les positionner dans des hiérarchies fonctionnelles, géographiques, organisationnelles, de façon à vous donner le maximum d'informations sur ces lotissements et de mettre en place donc une correction pendant la migration, une correction à la source et évidemment les mêmes règles de qualité vont pouvoir être utilisées une fois que la migration a été effectuée pour pouvoir suivre la qualité des données de la solution cible dans le temps. Parce que la qualité n'est pas quelque chose que c'est pas du one shot pendant un exercice de migration, mais c'est aussi quelque chose qui va être tout le temps à utiliser tout au long de la vie, je dirais, de l'application cible. Là, ça vous donne une certaine idée de la simplicité du produit. Les règles sont presque automatiquement écrites. Au fur et à mesure de l'AI va être installé à travers le produit pour pouvoir aider à l'écriture de ces règles. Et à partir du moment où la solution comporte dans sa totalité les structures, les métadonnées, alors si on regarde d'ailleurs on va plutôt aller sur une autre non, on va rester sur celle-là. Si je regarde les métadonnées, je vois le client, je vois que la colonne client est liée à d'autres colonnes. Je peux probablement des termes. Si je regarde par exemple
bon, bah, elle est plutôt des termes. Le produit a un glossaire intégré qui se construit de la même façon, et de la même façon, je peux lier un terme commande à des éléments du catalogue, donc à la table des commandes, et avoir donc une vision sémantique du contenu de mes sources. À partir du moment où j'ai tout ceci, c'est-à-dire les métadonnées, la notion sémantique, je peux mettre en place des règles de qualité de plus en plus complexes et générer le code de plus en plus rapidement grâce à l'AI, puisque j'ai toute l'information pour générer le script correspondant. Ici, le produit arrive avec un graphe de connaissances. Vous voyez que donc le terme commande est lié à un autre terme commande de vente qui lui-même est à une notion de stewardship ici qui est que vous voyez d'ailleurs à droite. Quelles sont les personnes qui sont en charge avec leur rôle, responsable, le propriétaire ou l'honneur de cette source de données, les, les, les tables correspondantes. Je peux aller à l'intérieur de la table orders, je vois toutes les autres colonnes et ainsi de suite, remonter toutes les actifs qui sont intégrés dans le produit pour avec cette notion de graphe de connaissance. Si je repars d'ailleurs sur cette table ici, des commandes qui est là, je peux de la même façon dans le produit avoir un lineage pour savoir quel est le lien entre cette table de commande avec d'autres tables et ainsi de suite, suivre les liens entre les différentes sources et de la même façon mesurer, exécuter d'ailleurs directement. Oui, allez-y. Est-ce que tu peux montrer, Marc, de façon plus spécifique et pour venir sur la partie gestion de qualité et gouvernance, justement le ownership des différentes données par rapport au réseau d'acteurs et le fait de pouvoir, suite à l'identification de problèmes de qualité, définir des actions et affecter des actions? Tout à fait. Donc ici, vous voyez cette table qui est une table client. On voit tout de suite qu'il y a un problème de qualité puisqu'il est en rouge sur la colonne email. Je peux cliquer, voir quelles sont les personnes en charge de cette particulière colonne, enfin en particulier de la table et de la source, et je peux directement ici à travers le produit déclencher des actions de correction, des workflows, corriger, mettre en place des actions. Là, directement la demande va partir au steward et on voit que le workflow correspondant peut être créé à l'extérieur. Les workflows sont modélisés complètement à l'extérieur du produit, c'est le BPMN, et intégrés totalement dans la solution. Donc à ce moment-là, j'ai plusieurs acteurs en fonction de leur présence dans le workflow qui vont voir et suivre ce problème de correction. Donc ça, c'est la notion de stewardship. De la même façon, je peux voir quels sont les gens qui font partie de mon réseau. Là, je suis intégré, enfin, je me suis connecté en tant qu'administrateur, donc je vois la totalité des gens que j'ai créés dans ma plateforme. Je vois les éléments qu'ils partagent, mais je peux quand même aller cliquer sur un d'entre eux et voir ce qu'on a en commun. Là, ils sont tous en commun. En tant qu'administrateur, j'ai tout le monde évidemment. C'est pas très, mais je peux voir les problèmes et directement déclencher à partir d'ici, de mon réseau de gouvernance, mettre en place soit rentrer des commentaires, soit directement déclencher des actions autour des problèmes de qualité au niveau d'une hiérarchie, d'une règle particulière, d'un élément de ma source, donc de ma source, et directement déclenché à travers la plateforme. Donc ça, c'était pour vous montrer. Il est extrêmement facile dans cette plateforme de créer des règles métiers que vous allez utiliser au moment d'une migration. Parce que la migration, c'est pas juste valider techniquement telle ou telle source, mais aussi vérifier que les règles métiers qui vont être utilisées par l'application cible
sont bien couvertes par les données que vous allez migrer. Donc, tout au long de la migration, on peut créer des règles métiers. Là, c'est des règles autour du process de vente. Le code vendeur est obligatoire. Directement dans la plateforme, vous créez toutes ces règles métiers qui vous servent pendant la migration pour valider cette migration, mais qui vont aussi évidemment servir post-migration, car elles vont rester en place pour valider les données utilisées par l'application cible. Donc là, pareil, vous voyez que la règle est écrite en langage naturel, d'où l'idée d'intégrer le métier, puisque là, dans la migration, le métier a aussi, évidemment, son mot à dire. Et directement, l'application va vous créer le code correspondant qui vous permet de suivre quelles sont les données non conformes. Et là, de la même façon, quelles sont les données non conformes à cette règle, je peux voir les enregistrements non conformes, aller les voir, les directement dans l'application, le exporter ou déclencher des alertes et ainsi de suite pour mettre en place des actions de correction. Donc, et ceci de façon extrêmement simple. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est j'utilise la plateforme pour qualifier mes données avant une migration, qualifier tout au long de la migration qu'on est bien conforme au process métier qui doivent être mises en place dans l'application cible. Car les données... Alors ça répond, c'est une question qui avait été posée, et puis on va en profiter peut-être pour faire la transition vers les questions. Il y a une personne qui demandait effectivement comment on positionne en fait Yavanta et est-ce que Yavanta a une utilité en dehors de ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui dans le webinaire, c'est-à-dire en dehors du contexte même d'un projet de migration de données. Donc là, Marc, tu as répondu. Si on comprend bien, en fait, c'est avant tout un outil qui permet de mettre en place une démarche qualité et des processus d'amélioration continue de la qualité avec des acteurs métiers IT qui s'inscrivent dans la durée et pas uniquement de façon ponctuelle sur un projet de migration. Tout à fait. L'idée, c'est que évidemment la migration est un exercice unique en soi. Une fois que les données sont migrées, on n'a plus besoin de tout ce qui est de l'ingénierie de la migration. Par contre, la qualité et le suivi de la qualité des processus métiers, des données utilisées par les processus métiers, reste évidemment nécessaire tout au long du cycle de vie de l'application cible. Et de la même façon, la plateforme, en plus de la notion de qualité, va vous permettre d'avoir une vision complète de votre patrimoine de données, de toutes vos sources de données, quel que soit le format. Là, j'ai pris, dans le cas présent, c'est des bases de données relationnelles, mais je peux parfaitement attaquer des fichiers Parquet sur des plateformes de type Data Lake, du Delta Lake, du Iceberg, enfin des formats que vous retrouvez de plus en plus dans le domaine de la BI. Et la plateforme est capable de se sourcer et de vous présenter ces informations que vous pouvez interroger directement si vous en avez les droits. Très important, il y a une question de sécurisation complète dans la plateforme. Vous pouvez les interroger directement à travers la plateforme sans les bouger. Donc, elle a aussi ce rôle de vous virtualiser toutes vos sources de données, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Alors, il y a une question par rapport à ça. Il y a un participant qui nous demande en fait si les données doivent être déplacées dans la plateforme ou si en fait elles restent en place. Elles restent en place. À aucun moment les données ne se sont déplacées. D'un point de vue technique, là on peut rentrer un peu l'aspect technique. On a utilisé une couche qui permet de virtualiser tous les accès, se connecte à toutes ces sources de données et de faire des requêtes en mémoire. Le SQL, c'est c'est le seul langage nécessaire pour écrire des scripts ici. Donc, et ceci se fait en mémoire sans jamais, évidemment, bouger les données et les amener à l'intérieur de la plateforme. Dans ce cas-là, ça deviendrait un autre outil une solution de type warehouse, qui c'est pas le but du tout de l'application, c'est de pouvoir exécuter sur place, en fait. Voilà. Il y a une autre question, en fait, en lien aussi avec les sources de données. Si la source externe ne répond plus, est-ce qu'il y a une mise en cache possible? Alors là, je me demande s'il n'y a pas une confusion entre
le pipeline de données en exécution pour migrer, et puis l'outil qu'on présente qui est juste un outil de dev, entre guillemets, ou utilisé pour qualifier les données. Oui. Non, il n'y a pas de, on ne peut pas. Si elle ne répond pas, on ne peut pas interroger et on ne peut pas exécuter les règles de qualification. Donc, il faut que la source externe réponde. Elle peut être. Mais là, on est d'accord qu'on est dans le cas où, de la même manière qu'un développeur, à un moment donné, a besoin d'accéder à une base de données pour développer, nous, Yavanta a besoin d'accéder aux sources de données pour évaluer la qualité des données, mais on n'est pas dans l'exécution du processus de migration. Donc, on va dire, il suffit d'attendre que les données redeviennent disponibles. Oui, tout à fait. L'idée ici, c'est de qualifier et ne pas. Alors, Yavanta n'est pas un outil de transformation. Il va pas vous transformer les données, puisque c'est pas les ETL, d'autres outils sont là pour ceci. Hein. Donc, une fois que vous avez qualifié les données, vous allez les transformer, les enrichir. Par exemple, dans le cas des slides de Jean-François, il y avait si la cible nécessite plus d'informations, il y a de l'enrichissement qui doit être mis en place. Tous ces aspects-là restent effectués par des outils standards de type ETL ou autre scripting. Et ici, il s'agit de qualifier de suivre la qualité de la migration, la qualité des sources, la qualité de la migration tout au long du process de migration, puisque souvent il y a des bases de données intermédiaires qui sont mises en place dans une migration. Et ensuite, vérifier que tout ceci a bien été migré, et donc la qualité des données par les processus de l'application cible, puisque c'est ce qui va vous permettre, enfin, aux utilisateurs de métier de dire la migration s'est bien passée qu'à partir du moment où ils arrivent à effectuer les process pour lesquels il y a eu cette demande de changement d'applicatif. Donc, J'ai une autre. Oui. J'ai une autre question qui est peut-être un peu plus générale à laquelle je vais répondre. La question, c'est de savoir si est-ce que c'est un problème en soi que la migration soit identifiée comme un sous-projet, ou est-ce que c'est juste un symptôme d'une importance insuffisante accordée au sujet? Donc effectivement, je ne sais pas si j'étais clair au démarrage du webinaire, mais je rejoins quelque part la réponse implicite qui est donnée dans la question, à savoir que c'est en soi un sous-projet, la migration de données, et que malheureusement, trop souvent, c'est pas vu comme tel. Donc c'est sur le tard qu'on s'aperçoit qu'il y a une vraie difficulté, que ça va prendre du temps, peut-être il faut mandater un prestataire qu'on n'avait pas envisagé de faire travailler au départ sur ces aspects-là, et par rapport auquel le besoin, les exigences ne sont pas suffisamment documentées. Donc oui, la migration des données, ça doit être vu comme un projet dans le projet, éventuellement avec son équipe dédiée, un pilotage dédié, et puis surtout un cahier des charges et des exigences associées. On a une autre question en fait sur le fait de savoir quand est-ce qu'on traite les problèmes de qualité par des mécanismes de normalisation qui seraient plutôt en aval, ou à quel moment on doit corriger plutôt dans les applications sources. Donc moi, je vais faire un début de réponse, mais je laisserai Marc s'exprimer sur le sujet. En fait, tout dépend de la difficulté ou des pain points qu'on peut avoir quand on découvre des problèmes de qualité vis-à-vis des applications sources telles qu'elles soient utilisées à l'heure actuelle. Si on découvre des problèmes en fait qui concernent essentiellement les règles de gestion ou les formats à ingérer à la cible, mais qui sont sans impact sur les processus métiers tels qu'ils s'exécutent aujourd'hui dans les applications sources, bon, on va plutôt résoudre en aval. Si le défaut de qualité est l'occasion de montrer qu'il y a quelque chose qui est aussi important sur les applications sources et qu'il est urgent d'intervenir pour faire en sorte de ne pas reproduire des erreurs, on interviendra aussi, on aura plutôt tendance à privilégier une action corrective à la source, et d'autant plus si le projet de migration peut encore durer. Si on est au début de projet et que le projet dure 18 ou 24 mois, dans l'intervalle, ça peut avoir des impacts négatifs ou des effets négatifs sur la source de données. Donc là, il vaut mieux privilégier une correction à la source. Oui, c'est vraiment...
il est rare hein, dans les projets de migration qu'on ait le temps d'aller, surtout que la migration se fait en parallèle il y a une continuité. Le métier travaille toujours sur l'application source pendant que la migration démarre. Donc, il n'est pas si facile que ça d'aller modifier des données à la source. Donc, par contre, être capable de savoir quels sont tous les problèmes des données à la source pour pouvoir les prendre en compte dans le process de migration, dans la base de données intermédiaire qui, elle, va plutôt est une copie des données sources, mais qui vont être corrigées et ensuite transformées, enrichies pour pouvoir aller être chargées dans l'application cible. C'est plus là va se concentrer l'effort. C'est rare quand même de pouvoir aller modifier. Alors, tout dépend du type d'application source, mais si on parle de RP et ainsi de suite, c'est assez rare parce que ça impacte évidemment des process qui sont encore utilisés et donc c'est difficile. Mais il faut bien avoir une visibilité de ce qui ne va pas dans la source pour pouvoir immédiatement mettre les corrections dans la base de données intermédiaire qui souvent est celle qui est la base pivot qui sert au chargement final en fait. C'est là que se font les corrections. Donc j'ai une autre question pour toi, Yavanta, pour toi, Marc, excuse-moi, sur la capacité de Yavanta à s'interfacer ou à se nourrir en fait de plateformes je pense que c'est une plateforme de virtualisation. Là, l'intervenant ou le participant parle de Denodo. Est-ce qu'on peut avoir une source de type Denodo qui déjà qui se situerait entre les applications sources et puis Yavanta pour mettre en place le processus de gestion de la qualité? Tout à fait. Denodo est une application de virtualisation quelque part. Il y a un parallélisme avec Yavanta. La technologie prise par Denodo est légèrement différente. D'un point de vue technique, nous on se repose sur une Apache Drill pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc vous le trouvez dans le monde Apache ou Apache Trino, qui est son pendant, je dirais, et donc qui nous permet donc de virtualiser directement sans avoir à bouger. Ça répond aussi à une autre des questions qui demandait comment est-ce qu'on fait pour croiser des données sans les bouger. Oui, c'est ce middleware Apache Drill ou Apache Trino se connecte aux sources et vont virtualiser en mémoire en fait. Tout se passe en mémoire. Accéder aux sources, ramener tout ça en mémoire, faire la requête en mémoire et vous montrer le résultat sans avoir jamais bougé aucune des données sources. Denodo un peu à la même philosophie, sauf que Denodo est plus une application de virtualisation simple, pas une application de type qualité, gouvernance des données et de catalogue. Denodo est une couche applicative. Après, ils ont aussi un dictionnaire sémantique et autres à l'intérieur, mais on peut se connecter à Denodo, oui, sans problème, puisqu'il y a un accès JDBC à Denodo, oui. Sur la solution, et de savoir si elle peut être, est-ce qu'on peut la mettre en œuvre via des API? Oui, elle est totalement ouverte, donc tout ce qui est à l'intérieur de l'application est accessible via API. Hein. Je pense que. Donc ça veut dire en l'occurrence que si on veut mettre en place la vérification d'une règle de gestion dans un pipeline qui s'exécute pour faire du DataOps, là, on peut dans le pipeline lui-même. Alors là, on ne parle pas de projet de migration de données, hein, on parle de fabrication de data product avec un pipeline de données. Et à un moment donné, dans la chaîne qui construit un produit de données, on peut faire appel en fait à une règle qui est implémentée dans Yavanta au moyen de l'API pour décider si on continue la course du pipeline ou si on reprend la main ou si on interrompt. Oui. On peut créer toutes les règles dans l'application et ensuite les appeler de l'extérieur pour valider les données. Aucun problème là-dessus. Tout à fait. Vous avez toute une liste d'API là qui permettent de faire ceci
et de contrôler l'exécution et ainsi de suite. Donc l'application en elle-même permet de le faire à l'intérieur, mais elle ouvre ces données de la même façon qu'elle se connecte à pas mal d'outils de collaboration en natif directement pour exposer les résultats, soit sur des outils de collaboration comme Slack, Teams ou autres Google Chat, et de la même façon qu'elle expose aussi les résultats de la mesure de la qualité sur des applications de type BI, Power BI, ainsi de suite, puisqu'elle expose en reste le résultat. Donc on peut aussi envoyer ceci sur des outils externes. J'ai une autre question, en fait, à mon avis, qui est importante parce que le produit répond favorablement, qui est de savoir, en fait, dans tout ce que tu montres là, quel est le niveau, quelle est la proportion de choses qu'on peut faire sous forme de paramétrage par rapport à des développements, du développement qu'il faudrait rajouter et qui demandent en fait un niveau d'expertise élevé? Non, l'outil, la plateforme est extrêmement simple à mettre en œuvre. L'expertise dont on parle, c'est l'expertise des règles métiers. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à partir du moment où je parle pas de la vérifier qu'une source, les données sont cohérentes, consistantes, exactes, complètes, qui sont des dimensions qualité les plus simples. Celles-là, elles sont faites automatiquement et les templates sont là pour automatiquement s'accrocher à telle ou telle colonne. Par contre, quand il s'agit de règles métiers, il y a une expertise évidemment des spécialistes qui comprennent la règle métier, qui connaissent, qui savent quelles sont les sources de données, quelles sont les tables, les colonnes, et ainsi de suite, qui sont en jeu. Mais le dictionnaire sémantique à l'intérieur permet aussi d'améliorer et d'enrichir cette connaissance. Mais ces personnes-là, qui sont les experts, les data experts, comme on les appelait dans les projets dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, les data experts, c'est ceux qui font l'intermédiaire. Eux doivent bien connaître, évidemment, les données à mettre en œuvre dans les scripts. Une fois qu'ils les connaissent, l'écriture des scripts est extrêmement rapide. C'est pratiquement, et au fur et à mesure qu'on va avancer, grâce à l'apport de l'AI, elle va pratiquement être faite automatiquement. Je parle évidemment de règles relativement un peu simples, voire un peu plus complexes. Des règles très complexes. J'ai eu l'occasion de travailler sur du SAP, Oracle application qui croise des dizaines et des dizaines de tables. Là, évidemment, il y a l'écriture du SQL nécessite un expert, c'est sûr. Merci beaucoup, Marc. On arrive à la fin en fait de ce webinaire. On va remercier l'ensemble des participants d'avoir tenu jusqu'au bout. Il y a pas mal de questions qui ont été posées, donc ça montre malgré tout l'intérêt par rapport à la démarche et à l'outil. On vous remercie tous de votre participation et puis on va mettre à disposition un lien pour que vous puissiez télécharger le contenu du webinaire en format vidéo et éventuellement le partager avec des personnes qui auraient le même intérêt que vous sur ces sujets-là. Voilà, merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt peut-être. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.